liste était tellement longue que je me suis dit, il faut quand même lui laisser un peu de temps pour son séminaire. Et j'ai préféré vous lire simplement un message qu'Albert nous a envoyé, et qui est très gentil, lui. Donc tu échapperas à mes propres pensées. Donc voici ce que dit Albert. Du plus loin que je m'en souvienne, François a été le grand organisateur, j'ai même envie de dire le grand ordonnateur du séminaire du laboratoire, tout comme il a aussi été pour le Collège de France, pour le séminaire du Collège de France et les leçons de Jacques Louis Lyon. C'est le Collège de France, c'était du temps de Jacques Louis Lyon, j'imagine. Non, c'était en collaboration avec Benoît. J'en dirai un mot. D'accord. Sa connaissance de la communauté mathématique et son aptitude à repérer les sujets chauds et les personnes à faire parler, et son efficacité redoutable à les convaincre d'accepter nos invitations, tout cela a contribué à faire le succès de notre séminaire. Alors moi, mon interprétation, c'est que les emails étaient tellement longs que j'ai pas répondu. Donc pour l'équipe d'organisation, œuvrant autour de lui, je ne sais plus exactement, donc il y avait déjà Laure, il y avait Yvon qui est ici, il y avait d'autres gens qui sont là, Fabrice. Donc pour l'équipe d'organisation, on le voit autour de lui, le travail était rendu fort simple, grâce aux mythiques archives du parti, qui étaient les fichiers où François compilait méticuleusement les suggestions des personnes à inviter, leur disponibilité, le nombre de fois qu'elles avaient déjà parlé au séminaire dans les années précédentes. Et donc, au fond, la seule difficulté pour le comité d'organisation, c'était de répondre à François à une question cruciale. Pour présenter la séance, êtes-vous volontaire, trois quarts volontaire, demi-volontaire, un quart volontaire ou pas volontaire du tout? Il y avait une autre question subsidiaire, êtes-vous présent, incertain, certain ou absent? Voilà. Donc, merci à toi, François, pour toutes ces années d'organisation impeccable. Et maintenant, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Benoît, pour cette petite introduction qui ressemble à une nécrologie et que je n'attendais pas. Et merci à vous tous d'être venus. Merci à ceux qui m'écoutent et je me regarde par Zoom. Et je dois dire que quand j'ai reçu cette invitation, j'ai été surpris et assez ému. Parce que, bon, comme on dit toujours, je ne méritais pas, mais surtout parce que c'était contraire aux règles du séminaire qui sont que quand on est au labo, on parle une fois quand on arrive et ensuite on ne parle plus jamais. Donc peut-être... alors je me suis demandé pourquoi. Et j'ai vu deux hypothèses. Une hypothèse, c'était que c'était pour me remercier du travail que j'avais fait. Et la deuxième hypothèse, c'était pour exprimer le contentement de la nouvelle équipe d'être débarrassée de... J'ai choisi la première hypothèse. Bon. Donc, un mot encore sur ce que j'ai fait. J'ai été 24 ans secrétaire du séminaire. C'était en fait beaucoup trop long. Ça aurait dû changer. Ça aurait été probablement mieux s'il y avait eu un peu de rotation. Et avant, j'ai été le secrétaire avec Doina du séminaire du Collège de France qui était organisé à l'époque par notre patron de thèse, Jacques Louis. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, je crois que les remerciements sont terminés et je vais passer à l'exposé proprement scientifique qui sera divisé en deux parties. Une première partie sera au tableau, ici, et la deuxième partie sera sur l'écran, ici, de manière à ce que maximiser les possibilités technologiques. Bon, tout ce travail, les deux parties de ce travail ont été organisées en collaboration. Alors là, je prends un truc, c'est une baguette en bambou que j'ai apportée quand j'ai fait don au laboratoire.
par Antonio Gaudiello de Caserta et par Olivier Guibé de Rouen, qui est d'ailleurs dans la salle. Et je vais parler de la brosse de Neumann. C'est une brosse parce que ça a une forme de brosse. Ça n'a rien à voir avec une brosse, mais la géométrie, c'est une brosse. Et de Neumann, parce qu'il y a des conditions aux limites de Neumann. Ceci dit, ma première partie sera faite au tableau et ne concernera pas la brosse de Neumann, mais concernera quelque chose que j'appelle le lemme de Donato Navia. Donc, Patricia Donato, qui est une amie, une collègue, et qui a pendant un temps été dans ce laboratoire, a travaillé avec un de ses élèves qui s'appelle Assim Nabil, et ils ont démontré le résultat que je vais présenter, qui est un résultat de semi-continuité qui paraît assez étonnant. Donc, les données, qu'est-ce que c'est? Alors, je le présente dans la sauce. Hein, c'est pas, si vous allez le lire dans les écrits de Patrick et de Racine, c'est pas exactement comme ça, mais ça marche bien comme ça. Donc, S est un mesurable. Il est inclus en Cn. Et S epsilon, c'est un mesurable. Et S epsilon est inclus dans S. Donc, on a une grande boîte S, et dedans, il y a des ensembles mesurables S epsilon. OK, on regarde les fonctions. Alors, je dénonce le lemme et je mets des commentaires à gauche. Donc, on a des fonctions Y epsilon qui appartiennent à L2 de S epsilon et Y epsilon. Alors, c'est L2 à la puissance K, c'est des vecteurs, c'est le même prix. Hein. Elles sont bornées dans L2 de S epsilon. Bon, et on veut savoir vers quoi elles convergent et qu'est-ce qu'on peut dire sur la limite. Alors, il y a une première difficulté, on va résoudre immédiatement. On est dans des ouverts variables. Comme on est dans des ouverts variables, on peut rien dire, ça va être compliqué. Donc, le plus simple, c'est de prolonger Y epsilon de S epsilon à S, et pour ça, le prolonger par 0, parce que on peut le prolonger par n'importe quoi, mais pourquoi pas. Donc, j'appellerai Y epsilon tilde. Ça sera la fonction qui vaut Y epsilon dans S epsilon et 0 dans S moins S epsilon. Très bien. Donc, Y epsilon tilde est borné dans L2. OK. Et donc, on peut extraire une sous-suite telle que, et il existe une limite, telle que Y epsilon theta converge vers un grand Y dans L2 de S puissance A L. Alors, j'ai oublié de donner une hypothèse importante, c'est que on va appeler qui S epsilon la fonction caractéristique de S epsilon, et elle converge vers quelque chose qu'on appelle θ dans L infini de S faible. Et θ est compris entre 0 et 1, c'est un θ de x, est compris entre 0. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que il existe en fait un petit y, donc je dirais après où il est, tel que un petit grand y soit égal à θ petit y.
quand θ est positif, hein, c'est simplement dire que petit y, c'est grand Y sur θ sur θ positif. Bon. Ça définit une fonction Y. Cette fonction Y, elle est mesurable et elle est finie presque partout. OK. Maintenant, quand θ est égal à 0, eh bien, si je prends cette définition, il faudrait savoir que grand Y est égal à 0. Hein? Mais, puisque sans ça n'aura pas de sens. Et, par chance, sur θ égale 0, on a grand Y égale à 0. Alors, pourquoi? Ça tient au fait que Y epsilon tilde est égal à la fonction caractéristique de S epsilon multipliée par Y epsilon tilde. Il y a deux cas, on est dans θ strictement positif, dans θ égale à 0, et dans les deux cas, c'est très bien. Tout ça converge faiblement vers Y, ça converge vers Y, et ça converge vers θ. On ne peut pas passer à la limite dans le produit de deux convergences faibles, donc on n'a rien dit. Mais sur θ égale à 0, qui S epsilon tend vers 0 dans L2 de S fort. Pourquoi? Parce que l'intégrale sur θ égale à 0 de I epsilon au carré, c'est l'intégrale de chi epsilon sur θ égale à 0. Ça converge vers l'intégrale de θ sur θ égale à 0. Et ça, c'est 0. Donc la convergence est forte sur θ égale à 0. Convergence faible, produit d'une convergence forte par une convergence faible, on trouve que grand Y égale 0 Y sur θ égale à 0. Donc, Y est égal, grand Y est égal à 0 sur θ égale à 0, et donc cette formule vaut aussi quand θ est égal à 0. Très bien. Donc, on va faire une chose un peu inhabituelle. On va dire que ce qui nous intéresse, c'est on va définir petit y comme je l'ai fait, et on va dire que ça converge vers grand Y qui est égal θ de petit y dans L2 de S son staff. Jusqu'à présent, on n'a pas démontré grand-chose. Mais tout le reste va être du même tonneau. On ne démontre pas grand-chose, mais là, ça va commencer à devenir intéressant. Ça va commencer à devenir intéressant parce qu'on va dire que θy, il appartient à L2 de S à la puissance K. Ça, c'est gratuit. Mais en fait, et ça, c'est les résultats, c'est le résultat de Donato Naville, en fait, racine de θy appartient à L2 de S. Et on a que la lime inf, donc on va mettre C0, lime inf quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale de y epsilon tilde au carré sur S est plus grande que l'intégrale sur S de θ y au carré. Comme θ est plus petit que 1, c'est plus grand, évidemment, que l'intégrale de θy au carré sur S. Si vous oubliez ceci, ça c'est la semi-continuité du fait que y epsilon tilde
convergent faiblement dans L2. Donc, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand j'oublie ça, c'est extraordinaire, parce qu'au lieu d'avoir θ carré, j'ai seulement θ. C'est dû évidemment à deux choses. Une première chose qui est les y epsilon tilde sont zéro en dehors de S epsilon. Et la deuxième chose, c'est que on a pris une convergence très bizarre pour définir petit y, parce que c'est y epsilon tilde qui tend vers grand y, mais on s'intéresse à θy. Le petit y. Bon, oui, tiens, ça me fait penser, j'aurais dû enlever mon téléphone. Bon. Donc, c'est cette façon bizarre de définir la limite et et le fait que les y epsilon, les y epsilon tilde sont zéro en dehors de cet epsilon qui fait ce résultat. Ok, c'est extrêmement facile à démontrer. Pourquoi? Parce qu'on écrit que l'intégrale, alors on prend une fonction phi qui appartient à L2 de oméga, sans ça, et on écrit c'est pas oméga. Oui, alors ça va revenir régulièrement. C'est parce que normalement c'est oméga, mais je veux pas que oméga que ça soit dans un ouvert, il n'y a pas de raison. Ça peut se passer dans un mesurable, c'est le même. Donc, l'intégrale sur S de y epsilon tilde moins qui S epsilon phi au carré, ça c'est positif. Puisque là, vous êtes d'accord. Et ça marche parce que ça c'est dans L2, ça c'est dans L2, ça c'est une fonction de la phi. Donc tout ça c'est bien comme ça. Et il y a trois intégrales. Y epsilon, on développe le carré. Alors c'est un 9. Deux fois l'intégrale sur S, I, S epsilon, phi, Y epsilon, tout ça, plus l'intégrale de qui epsilon tilde au carré, que multiplie phi carré. Bien. Alors, on utilise des choses qui vont nous servir. Ici, qui epsilon au carré, bon, on peut enlever le carré, parce que c'est qui epsilon au carré, c'est la même chose que qui epsilon. Et ici, comme y epsilon tilde est zéro en dehors de S epsilon, on peut enlever ça. Et là, maintenant, je peux passer à la limite dans ces deux termes. Ce terme-là tend vers moins 2 l'intégrale de phi de θ phi au carré. Et là, celui-là tend vers... Non, excusez-moi. Non. θ phi, θ y phi ou phi y. Et celui-là, c'est θ phi au carré. Bon, donc, l'intégrale sur S epsilon de Y epsilon tilde au carré est plus grande que la limite, la limite pour une sous-suite extraite, quelle qu'elle soit, en epsilon prime, ça c'est plus grand que l'intégrale de θ y phi plus θ phi moins θ phi carré sur S. Donc, phi est quelconque dans L2, y, la seule chose qu'on sait, c'est que θ y appartient à L2, mais supposons un instant, c'est une hypothèse supplémentaire, qui n'est pas donnée, si y appartient à L2. Alors, on prend phi égale y, et là on trouve, excusez-moi, ici il y a un 2, on trouve 2 θ y carré moins θ y carré, et c'est exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire θ y carré. Donc le bon résultat,
C'est visiblement ça. Sauf qu'on n'a pas le droit de le faire parce que phi doit être dans L2 et Y est tel que θY soit dans L2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un phi delta, et ce phi delta, ça va être la fonction caractéristique de là où θ est plus grand que delta, multiplié par Y. Je dis que ça appartient à L2. Ah, delta est positif. Ça appartient à L2 de S. Pourquoi? Parce que θ, Y appartient à L2, et là où θ est plus grand que delta, c'est plus grand que delta Y, donc delta Y est dans L2. Donc, je peux mettre ce phi delta dans la machine, et donc, je mets un delta ici, et je regarde ce qui se passe, et quand vous faites le calcul, ça, c'est la même chose que l'intégrale sur S de θ, Y au carré, multiplié par la fonction caractéristique de θ supérieur à delta. Et ça, c'est vrai. Cette chaîne d'inégalités est vraie, quel que soit delta, strictement positif. Quand delta tend vers 0, cette fonction ici converge, reste partout et elle est bornée vers la fonction caractéristique de θ strictement positif. Alors vous avez un lemme qui s'appelle Fatou et qui vous dit que quand vous êtes borné par quelque chose ici, eh bien, vous avez le droit de passer à la limite vers le haut et que vous trouvez que, en passant à la limite en delta, vous obtenez que la limite pour la suite extraite de y epsilon au carré, Jean-Pierre, tu m'avais pas fait la remarque, hein. Là il y avait un carré, de θ y carré, là où θ est strictement positif, ça c'est borné par la limite. Bien. Mais là où θ est égal à 0, ça c'est 0, donc vous pouvez remplacer ça par, vous pouvez enlever tout ça. Et vous avez démontré le résultat. C'est pas compliqué, c'est quand même étrange, puisque vous avez des Y epsilon qui sont 0 en dehors, des Y epsilon tilde qui sont 0 en dehors de S epsilon. Vous avez choisi d'écrire la limite sous cette forme-là qui est bizarre, et vous obtenez que la limite vérifie que racine de θ y est dans L2 avec la semi-continuité qui est là. OK. Alors, on continue et on dit encore autre chose. J'ai déjà fait la moitié de mon temps. Il y a un autre résultat qui est un résultat de correcteur. Et ce résultat de correcteur, je vais en parler un petit peu parce que c'est un résultat qui est assez important en homogénéisation. Et ça a été introduit en homogénéisation par Luc Tartard, auquel je voudrais rendre hommage parce que j'ai travaillé longtemps avec lui et il a fait énormément de choses et pas seulement en homogénéisation. Donc, qu'est-ce que c'est le résultat de correcteur? C'est le cas où on sait que non seulement on a une semi-continuité qui est écrite là, mais c'est le cas où la limite des y epsilon au carré tend exactement vers la limite vers la borne inférieure. Donc si de plus intégrale sur S de y epsilon tilde au carré tend vers θ y au carré, alors on a un résultat de correcteur. Et je vais commencer par l'énoncer dans le cas le plus simple, qui est le cas de si Y appartient à L2 de S, puissance K, et pas seulement à racine de θY appartient à L2 de S. Donc je fais de nouveau cette hypothèse plus favorable sur la limite,
et je dis que si Y appartient à L de S, alors Y tilde est égal à qui S epsilon Y plus un reste. Jusque-là, c'est pas trop difficile, parce que ça c'est connu, c'est la définition de Rx. Ça c'est dans L2, ça c'est dans L2 de mon hypothèse, donc R epsilon est dans L2. Et le résultat, c'est que R epsilon tend vers 0 dans L2 de S. Or, la démonstration, je ne la fais pas. Ça consiste à reprendre ce qui est écrit là, à calculer, s'apercevoir. Ça, c'est le reste. Quand vous avez mis Y ici, c'est le reste et le epsilon. Bon. L'ennui de ce résultat-là, c'est que c'est beau, mais ça s'applique quand Y appartient à L2. Sinon, on ne peut rien dire. Donc maintenant, si Y appartient seulement si on a seulement l'intégrale de θ sur S de θ Y au carré fini, alors on écrit que on écrit phi, on utilise le phi delta qui est ici, hein, et on écrit que Y epsilon tilde est égal à qui S epsilon phi delta plus un reste R epsilon delta. De nouveau, c'est pas malin, c'est la définition de R epsilon. Et le résultat est le suivant, c'est que la ligne sup, excusez-moi, pour ailleurs, ça sera lisible si on fait ça. La limite sup de R epsilon tilde dans L2 de S puissance K au carré, ça c'est plus petit que l'intégrale sur S de racine de θ Y moins racine de θ phi delta au carré. C'est-à-dire l'intégrale de θ Y au carré, là où θ est plus petit que delta. OK? Et ça, c'est petit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit non pas que Y epsilon tilde est égal au correcteur qui de S epsilon Y, parce que Y n'est pas dans L2, on a approché Y par phi delta qui est écrit ici, hein, et le reste, à ce moment-là, est petit, uniformément. Et donc ça consiste à dire que, et c'est ça le résultat correcteur, c'est que, en fait, quand vous avez votre fonction qui oscille, vous la représentez par une formule dans laquelle intervient la limite de ces Y epsilon, au sens qui est là, ici. Attention, c'est pas le sens habituel, c'est le sens qui est là. Et un autre objet, qui est le correcteur, qui dans ce cas-là est simplement la multiplication par la fonction caractéristique. Et donc, vous pouvez remplacer cette fonction-là par celle-là. Ça, c'est... Et quand vous ne pouvez pas le faire parce que Y n'est pas assez régulier, vous faites cette petite manipulation en deux coups, vous approchez la limite par quelque chose. Là, cet objet est bien défini, alors que celui-ci ne l'est plus.
Et vous avez un reste. Le reste ne peut pas tendre vers zéro, mais il tend vers zéro de façon petite quand delta est constant. Bon. Ça sert à quoi? Ben, ça sert, par exemple, quand vous avez les y epsilon dont je parlais tout à l'heure, et vous avez une fonction b epsilon, avec b epsilon qui est bornée dans L2 de S à la puissance k, et vous voulez savoir quelle est la limite de ce machin. Eh bien, avec le correcteur, vous remplacez y epsilon tilde b epsilon par qui S epsilon de b epsilon y, je me place dans le cas le plus simple où y est dans L2, plus b r epsilon, ou epsilon r epsilon. Ça ici, ça converge dans L2 fort vers 0, parce que les b epsilon dans L1, ça c'est dans L1, ça c'est dans L1, et ça c'est dans L1. Ça converge vers L1 fort, parce que les r epsilon convergent vers 0 fort dans les deux. Et ça ici, vous regardez ce truc-là, c'est de nouveau le length de Donato-Nabil. Donc vous pouvez dire que ça converge vers θ un B0, et la limite de ce truc-là sera θ B0. OK? Et vous exprimez comme ça la limite de quelque chose. Bon, il faut évidemment donner un nom à cette chose-là, mais vous l'exprimez indépendamment de la suite que vous avez regardée. Les y epsilon tilde, vous pouvez en prendre d'autres, un y, un z epsilon tilde, vous aurez exactement le même résultat. C'est ça le résultat correcteur. Monsieur Cohen. Pourquoi c'est petit l'intégrale quand on ne sait pas avec le type delta? Parce que θ y appartient à L2. Racine de θ. Non, excuse-moi. Parce que racine de θ y appartient à L2. Donc ça, c'est une fonction de L1. Ça tend vers quelque chose qui est de mesure petite. Sauf que, il faut dire ici que on ne change rien en étant strictement positif. Hein, et la fonction caractéristique de ce machin-là, ça tend vers 0. D'accord? Bon, tout ça. On n'a pas montré que c'est Y était fini presque partout. Y est fini presque partout à cause de la définition ici. Enfin, oui. Y, il y a deux cas. Ou bien Y, ou bien on est dans θ égale 0, et Y est égal à 0. Terminé. Ou bien on est dans θ positif, et dans θ positif, petit y et grand y divisé par θ. Θ égale 0, tu ne sais pas si c'est 0. Oui, mais je l'ai mis égal à 0 dans cette zone-là. Oui, c'est petit y égale 0. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dû le dire. Si je ne l'ai pas dit, il faut le rajouter. Je ne l'ai pas dit. On fait c'est dans un autre, je ne l'ai pas. Bon. Donc, ça c'est y divisé par θ, et ça marche. Non, ça aurait pu être. Je dois vous dire que quand j'ai préparé après les archives. Ah oui, alors les archives du parti, quand même. Je me dis, il faut dire ça. Pourquoi les archives du parti? Bon, j'ai failli être à un moment un militant maoïste. Ça n'a pas été le cas. J'ai jamais été sérieux dans quel sujet que ce soit. Donc, même pour les maths. Et donc ça, c'est une expression de Lyons. Quand il me donnait des trucs, des invitations à faire, il me disait, et marque dans les archives du parti que on fera parler bidule le prochain semestre. Voilà, donc j'ai gardé cette hypothèse, j'ai gardé cette formulation, qui je sais est un peu bizarre, mais que je trouve assez amusante, puis qui me rappelle. Ok, c'est fini pour ça, on passe à la deuxième matière. Pour ça. Ah, tu veux tomber de toi-même? Ah bon, ça va.
T'as réussi à faire Normalement, c'est une nouvelle génération, tout se computérise. par contre, il faut l'arrêter. Oui, là, tu peux l'arrêter. Très bien. Ok, alors on passe à la deuxième partie du problème et on va parler de la brosse de Neumann. Alors, pour ça, oui, c'est bien. Bon. Donc, je vais parler de la brosse de Neumann, l'homogénéisation et le correcteur pour la brosse de Neumann. J'ai quoi? J'ai encore un quart d'heure. 20 minutes. Parce que Benoît m'a demandé de nous bon, je m'arrêterai quand il faudra. Donc, c'est encore un travail en collaboration avec Antonio Gaudiello et Olivier Guibé. Et Olivier est toujours dans la salle. Et donc, voilà. Ici, c'est le rébus de la semaine hein, que Missong, qui est aussi dans la salle, a fait. Donc, je vous laisse le lire. Alors ça, c'est la brosse. Ça, c'est nœud. Et ça, c'est Neumann. Voilà, donc j'ai trouvé ça amusant. Merci Missong. Je l'ai même affiché sur le tableau d'affichage officiel du séminaire, alors que je ne dois plus afficher à cet endroit-là. Bon, donc le but, c'est de revisiter, comme on dit en français, le travail de deux pionniers de ce problème, Robert Rizzi, qui est dans la salle, et Jean-Paul Chalot, qui doit être au Venezuela. Non, il y est toujours? Il est aux États-Unis. Il est logé au même hôtel que Maduro. Donc, alors, j'avais en son temps un peu travaillé avec eux, et je dois dire que je n'avais rien compris de ce qu'ils avaient fait. Hein. Mais il y a quelque chose de tout à fait spécial. Ils ont fait à eux deux une seule thèse. C'est la seule thèse que je connaisse en France dans laquelle il y a deux noms sur la couverture. Et il n'y a pas des thèses de Jean-Paul Chalot et des thèses de Robert Rizzi. Il n'y a que la thèse des deux à la fois. Bon, ça c'est vraiment curieux. Et la deuxième chose intéressante, c'est qu'ils ont fait ça en 78. Et ils ont publié l'article en 97. Oui, c'est toi qui l'as publié. Il est à vos deux noms, non? Oui. Vas-y, c'est toi qui as fait le boulot. Bon, ben, d'accord, parce que ça c'est toujours comme ça, il y en a un qui travaille et l'autre qui signe. Bon, donc, quelle est la différence? Et dans notre cas, on est trois. Donc, on ne sait pas très bien qui est qui, mais il y en a deux qui travaillent et un qui fait rien. Bon, donc, c'est par rapport à ce qu'ils avaient fait, c'est dans une géométrie beaucoup plus générale et surtout dans des cas où le vide peut apparaître. Et le vide, c'est quand θ est égal à 0. D'où la première. Bon, j'en profite aussi pour donner une référence récente d'un article qui a été déposé sur HAL en janvier et de Arieta et de Dominguez d'Etena qui donne des résultats très proches de ce qu'on a fait et même supérieurs dans certains points, mais un peu inférieurs dans d'autres. Donc,
Donc voilà, et maintenant, on passe à la brosse de Neumann. Alors, le problème, c'est... où est-ce qu'elle est la baguette magique? Oui. Non, je vais le faire. Je vais le faire depuis la tablette pour que les gens qui sont à distance puissent voir. Ok. Donc le problème, c'est un problème de Neumann. Donc dans un oméga epsilon, c'est plus S epsilon, c'est un oméga epsilon. C'est le problème moins divergence de A gradient U plus C epsilon égale F. Et là, je vois que j'ai oublié quelque chose. C'est moins divergence G, ici. Et A gradient U epsilon, N epsilon égale G, N epsilon sur le bord. Donc, pour le moment, oméga epsilon, c'est un ouvert quelconque de Rn. Et A, c'est une matrice à l'infini, une matrice à coefficient à l'infini, elle est coercive. C, coefficient dans L', il est strictement supérieur, il est supérieur ou égal à gamma qui est strictement positif. F est dans L2 et G est dans L2. Et vous avez toutes ces belles hypothèses qui sont écrites ici sur le tableau. Oméga epsilon est inclus dans oméga et il a la forme d'un peigne quand on est en dimension 2 et d'une brosse quand on est en dimension 3. Alors, comme on fait des maths appliquées ici, je vais vous montrer que ça sert à quelque chose. Ça, c'est un peigne. Hein, on se d'accord? Ça, c'est des brosses. Une autre. Et un peigne ou une brosse, c'est fait comment? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans la figure qui vient. Et voilà des figures dans la figure qui vient, et la figure qui vient, elle est reproduite ici. Donc, on se donne un oméga qui est ici, et cet oméga, il est formé de ces deux rectangles, on est en dimension 2, ces deux rectangles l'un sur l'autre. Et le cas de la dimension 2 est tout à fait le cas modèle. Donc, après, j'expliquerai comment ça se généralise à la dimension n, mais c'est absolument évident. Donc, c'est une grande boîte fixe, c'est oméga. Elle est faite d'une partie A et d'une partie B. Alors, la partie B, c'est pour bas, et la partie A, c'est pour haut. Non? Qu'est-ce qu'on avait dit? Non. C'est en anglais, c'est above and below. Hein? Mais je croyais que ça marchait aussi en français. Bon, donc, mais c'est haut quand même. Voilà. Et entre les deux, eh bien, il y a la surface de contact qui s'appelle sigma 0. D'accord? Très bien. Et c'est ce qui est écrit là. On a ensuite, ça c'est le contenant, et la brosse, elle est ici. Et c'est la même chose. Il y a la partie B qui est la base, qui ne bouge pas. Elle est en bas. Il y a la partie haute dans laquelle il y a les dents de la brosse. Donc, c'est ces choses-là. Ça, c'est la partie oméga A epsilon. Et il y a la partie qui est la partie de contact, qui est la partie qui est en vert là sur le tableau. Bien. Les dents, comment sont-elles faites? Ce sont des cylindres verticaux. Les bases des cylindres s'appellent oméga epsilon J, et il y en a une union qui pourrait être finie ou dénombrable. Chacun de ces oméga J, epsilon J, ça c'est les bases. Oméga J, epsilon, c'est des ouverts de Rn-1, et c'est la seule chose qu'on leur demande, aucune régularité. Et aussi, donc ils sont ouverts, disjoints, pas de régularité, mais avec un diamètre qui est plus petit que epsilon. Mais ça peut être epsilon pour certains,
epsilon carré pour d'autres, epsilon cube pour d'autres, epsilon 36. Il n'y a pas de la taille maximum, mais il n'y a pas de taille minimum. Bien, aucune régularité. On leur demande quand même d'être disjoints, mais on ne leur demande pas d'être de fermeture disjointe. Donc, par exemple, ici, vous avez deux oméga epsilon j qui se collent entièrement. Hein, donc, ils peuvent être adjacents. Bon. Et donc, ça, c'est une... et on demande aussi que la fonction caractéristique des oméga, des bases converge vers θ de x' dans L infini faible étoile, avec θ qui est compris entre 0 et 1. Donc on pourra avoir du vide quand θ, à la limite du vide quand θ sera égal à 0. Ça, c'est la géométrie pratiquement la plus générale, enfin c'est la géométrie la plus générale qu'on puisse imaginer, qu'on a été capable d'imaginer, sauf une chose, c'est que les dents sont verticales cylindriques. Elles sont cylindriques, c'est ça qui est important. Bon, donc il reste à faire le cas des dents non cylindriques. Mais il n'y a aucune hypothèse de périodicité, aucune hypothèse de régularité, aucune hypothèse d'aucune sorte, sauf le caractère cylindrique. Bien, alors ça dit quoi en dimension plus grande? Eh bien, en dimension plus grande, voilà oméga. Il y a les surfaces ne sont pas nécessairement des plans. Hein. Ça, c'est la dimension 2. En dimension 3, la voilà aussi. Et les surfaces ne sont pas haute, basse et sigma 0 ne sont pas forcément des plans. Et voilà ce que ça donne dans une jolie figure, que c'est pas moi qui l'ai faite, pour ceux qui me connaissent. Bon. Et c'est la même chose que ce qui est là. Et le cas du rectangle en dimension 2 est parfaitement représentatif. Donc, c'est bien des brosses avec une base qui est ici, des dents qui sont au-dessus. Et les dents sont n'importe comment, mais elles sont disjointes, elles sont ouvertes, et c'est tout. Elles sont toutes de la même hauteur. Enfin, toutes de la même hauteur au sens que toutes ces fonctions, toutes ces dents-là sont de la même hauteur. Bien, ça c'est la même chose, ça on passe. Et le problème qu'on va se poser en termes mathématiques, c'est le suivant. On ne va pas se poser le problème que j'avais donné au début sous la forme du problème d'équation aux dérivées partielles. Qui est là, sous la forme divergence A gradient U plus CU égale F moins divergence G et A du sur dN A gradient U N égale Gn. Non, on va se poser le problème sous la forme variationnelle, c'est-à-dire par la formule à laquelle on pourra appliquer l'axe Milgram. On cherche un U epsilon qui appartient à H1 de oméga, epsilon. Pour tout V epsilon appartenant à H1 de oméga epsilon, on a intégrale sur oméga epsilon de A gradient U epsilon gradient V epsilon plus intégrale sur oméga epsilon de CU epsilon V epsilon égale intégrale sur oméga epsilon de FV epsilon plus intégrale sur oméga epsilon de G gradient V epsilon. Ça, c'est ce qu'on a dans le biberon quand on arrive ici au laboratoire Jacques-Louis Lyons. Et donc, tout le monde sait que ce problème a une solution unique, qu'il est bien posé et qu'on va pouvoir l'étudier. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut faire comme d'habitude, on veut faire tendre epsilon vers 0. Et la seule chose qu'on sait quand on fait tendre epsilon vers 0, c'est que les qui oméga epsilon A convergent vers θ de x' dans L infini de oméga A, faible étoile. Et que θ est compris entre 0 et 1.
Bon. Alors, hop. Oui, j'ai tout, donc c'est bien. Alors, vous avez le problème en oméga epsilon ici. Et là, maintenant, je vais décrire le problème limite. Le problème limite, il est ici. Mais pour ceux qui sont à distance, eh ben, il est écrit sur l'écran. Et c'est un problème du même genre, sauf qu'il est vachement plus compliqué. Donc, on définit d'abord un espace. Cet espace, il dépend de θ et il dépend de oméga A et de oméga B. Une fonction appartient à cet espace si elle a une partie VA dans la partie haute et une partie VB dans la partie basse. Bon. Commençons par la partie basse parce que c'est le plus facile. La partie basse, c'est VB appartient à H1 de oméga B. Ça, c'est comme d'habitude. On n'a pas bougé. Et d'ailleurs, c'est normal. Dans la figure que vous voyez, oméga B ne bouge pas. Donc, il ne va rien se passer dans oméga B. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans oméga epsilon A. Alors, dans la partie haute, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, on a une fonction VA, et cette fonction VA, elle est 0 à l'endroit où θ égale à 0. Vous vous souvenez peut-être de la première partie, c'était la même hypothèse. Et racine de θ VA appartient à L2 de oméga. Et la dérivée verticale de racine de θ VA, cette fonction qui est dans L2, cette fonction ici est dans L2, donc elle a une dérivée au sens des distributions d sur dxn de v de racine de θ VA. Elle appartient aussi à L2. Et donc on a deux fonctions, une qui en haut n'a... Et les deux sont dans L2, VA et VB sont dans L2. En bas, le gradient de VB est dans L2. En haut, seule la dérivée verticale est dans L2, mais ce n'est pas la dérivée verticale de VB, de VA. C'est la dérivée verticale de racine de θ VA. Bon, et ce qu'on demande, c'est que sur sigma 0, eh bien, les deux fonctions sont égales. Elles sont égales au sens suivant, c'est que sur sigma 0, on demande que VA soit égal à VB. Ça n'a aucun sens, mais c'est écrit dans la ligne qui est juste à côté. La trace de racine de θ VA, qui a un sens parce que racine de θ VA est dans L2 avec une dérivée verticale dans L2, donc il y a une trace qui appartient à L2, est égale à racine de θ, la trace habituelle gamma B de VB d'une fonction de H1, de oméga B. Bon. Donc ces fonctions se recollent, mais il y en a une qui a un gradient entier et l'autre qui a juste un gradient vertical. Et quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est celui qui est écrit en dessous, ici. On cherche un U qui appartient à cet espace, tel que pour tout V qui appartient à ce même espace, on a la formulation variationnelle qui est en dessous et que je vous lis. L'intégrale sur oméga A de A0 d sur dxn de racine de θ UA d sur dxn de racine de θ VA plus l'intégrale sur oméga B sur oméga A de c racine de θ UA racine de θ VA, et tout ça, ça a un bon sens à cause des hypothèses sur UA et VA. Plus la chose habituelle en bas, ça n'a pas bougé, l'intégrale sur oméga B de A gradient UB gradient VB plus l'intégrale sur oméga B de C UBVB est égale à, eh bien, quelque chose qui a légèrement bougé, mais qui est à peu près pareil, racine de θF, racine de θ VA, plus l'intégrale sur oméga A de racine de θ GA0, d sur dxn de racine de θ VA. Ça, c'est ce qui remplace l'intégrale qui était avant, qui était ici,
intégrale sur oméga epsilon de f v epsilon. Et ici, et sur g epsilon, plus intégrale sur oméga b de ce qui est comme d'habitude. Voilà, donc il y a deux choses nouvelles, il y a deux choses qui ont changé. Tout ce qui se passe dans oméga A a changé, tout ce qui se passe dans oméga B est resté le même. Oui, on me fait signe que j'ai déjà dépassé de 35 minutes, mais ok, je finis au moins l'énoncé du théorème. Premier avertissement. Je m'y attendais. Donc, il y a, dans cette formulation, vous savez tout à cause de la définition de l'espace qui est là, hein, sauf qu'est-ce que c'est que A0 et GA0. Eh bien, A0, c'est un coefficient scalaire qui est dans L infini et qui est plus grand que alpha, donc c'est bien. Ça fait une forme bilinéaire symétrique dans oméga A. Et GA0, c'est un élément de L2 qui est fabriqué d'une façon que vous ne saurez pas parce que vous voulez partir. Bon, je passe sur beaucoup de remarques très intéressantes. Et je vais juste dire que le problème homogénéisé, c'est-à-dire celui que j'ai décrit, donc il y a le problème homogénéisé, il est dégénéré dans oméga A dans deux sens. Un, parce que dans la partie haute, il n'y a que des dérivées verticales. Et ça, c'est dû au fait qu'il y avait la condition de Neumann sur le bord qui empêche la chaleur de sortir. Donc, elle tue les dérivées horizontales. Parce qu'il y a beaucoup de petits machins partout et il n'y a aucune diffusion horizontale. La diffusion est seulement verticale. La deuxième, c'est que θ peut être zéro quelque part. Et là, il y aura un problème de nouveau qui amènera dans le correcteur aux mêmes choses que ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien ? J'énonce le résultat d'homogénéisation, il est là. Eh bien, le résultat d'homogénéisation, c'est celui qu'on attend quand epsilon tend vers 0. Le problème en epsilon, la solution U epsilon, converge vers la solution du problème homogénéisé. Bon. Il y a juste une chose à dire, c'est que pour faire ça, il faut faire ce qu'on a fait dans la première partie, c'est-à-dire que comme U epsilon A n'est pas défini en dehors des dents, il faut le prolonger par 0. Et pour le même prix, on prolonge le gradient de U epsilon A, qui est un vecteur de L2 de oméga epsilon A, on le prolonge par 0. Alors, la chose importante, c'est que U epsilon A n'est plus dans H1, tilde n'est plus dans H1, il est simplement dans L2. Le gradient prolongé par 0 n'est pas le prolongé par 0 du gradient. Bon, c'est la vie, il y a des masses sur le bord, mais il y a une chose importante, c'est que comme les dents sont verticales, et là c'est essentiel, la dérivée verticale du prolongé par 0 est le prolongé par 0 de la dérivée verticale. Bon. Et c'est ça qui sauve la dérivée verticale. Bien. Et le résultat est écrit ici, soit U epsilon, la solution du problème epsilon, et soit U, la solution du problème homogénéisé, alors UA epsilon converge vers racine de θ UA. Pourquoi je l'ai écrit comme ça? Ça, c'est en fait U epsilon, UA epsilon tilde tend vers θ UA. Et vous vous souvenez de la première partie, c'était la même chose. Hein? Mais je l'ai écrit comme racine de θ qui est un coefficient et cette fonction-là qui est une fonction de L2. Hein? La dérivée le prolongé par 0 du gradient de UA epsilon, c'est un petit peu plus compliqué. Il converge vers quelque chose qui est écrit là. Bon, et on laisse tomber parce qu'on n'a pas le temps. Et
la troisième partie, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui change tout. Et la troisième partie, c'est dans le bas, U epsilon B tend vers UB dans H1 faible, de oméga B faible. Bon. Il y a de plus un résultat de correcteur qui est exactement celui qui est décrit là-bas. Je vous pousse les pages. Le voilà, le résultat de correcteur exprimé sous la forme la plus simple quand V égale UA UB appartient à H1 et non pas à l'espace bizarre Vθ. Dans ce cas-là, U tilde A epsilon, c'est la fonction caractéristique de oméga A epsilon UA plus un reste qui tend vers 0. Comme là-bas, U epsilon B tend vers UB dans 1 de oméga B fort, et le gradient, on a une formule de représentation qui est un tout petit peu plus compliquée. Le gradient prolongé par 0, c'est de nouveau la fonction caractéristique, c'est comme c'était là-bas, mais elle est multipliée par quelque chose qui est lié à la limite du gradient prolongé par 0, qui est la dérivée verticale de UA, multipliée par une fonction z qui ne dépend que des données, plus une fonction y qui ne dépend que des données. Et j'ai fini, et je vous remercie. Donc, c'est une sous-suite de y epsilon de Négri que tu as pris, qui converge faiblement. Oui, ça, on l'extrait une fois pour toutes, ça fait partie des données. Alors, le θ qui dépend de ce choix-là? Non, le θ, c'est la limite des fonctions caractéristiques de S epsilon. Donc, les deux objets sont indépendants. On a les S epsilon d'un côté, et on a des Y epsilon, là, qui sont nuls en dehors des S epsilon. Donc, ils sont liés. Le Y epsilon, il est un peu lié, mais le θ est indépendant n'est que la géométrie. La limite des fonctions, la limite des fonctions Y epsilon tilde, c'est θ petit y, et la vraie limite pour moi, c'est petit y. Hein, et ce θ petit y, il dépend effectivement de la géométrie, mais peu. Hein, c'est la même formule, quelle que soit quelles que soient les fonctions, quelle que soit la suite de fonctions qui est nulle en dehors de S epsilon. Et le A est fixé, donc sur le petit A est fixé. Là, le petit A est fixé. C'était le jour. OK. La hauteur des dents est fixée. Hein. D'accord, c'est ça que je. Et elles sont là. Alors, c'est deux choses. D'abord, petite remarque. Parle plus fort. Petite remarque sur le problème variationnel et le problème de départ, sur une dérivée conorme. Parce qu'il y a un forme. Oui. Bon, c'est juste. Deuxième chose, deuxième remarque, si tu mets pas le G à l'intérieur, si tu mets juste Le F. le F, et puis 0 sur le bord. non, pas 0 sur le bord. Ah, la dérivée conormale est égale à G. A gradient de epsilon, n, epsilon égale à 0. Voilà. Oui. Bon. C'est pareil avec G égale 2. Alors, troisième question qui est plus sérieuse. Mais attends, quand t'as pas de G, t'as pas de Y. Pardon? Quand tu mets G égale 0, celui-là disparaît. Celui-là est dû uniquement au G. Tiens compte, celui-là, tiens compte du G. Si tu du G, l'intégrale de G gradient V epsilon dans une égale epsilon. Ce terme-là, si ce terme-là est égal à 0, c'est-à-dire si G est égal à 0, alors le terme Y qui est là est égal à 0. La question la plus sérieuse, est-ce qu'il y a une caractérisation des correcteurs? Oui, on les connaît, c'est des formules explicites. Je les écris, si tu veux. Non. Ça, je vous rassure, ça ne dure que 10 minutes. Non, mais il y a une formule, et c'est une formule algébrique. C'est une formule algébrique. Je vais quand même vous l'écrire.
Parce que je vais quand même vous en écrire une, et que vous voyez à quoi ça ressemble. La formule pour le G, elle est très simple. C'est la formule pour le Y, c'est Y égale Y' 0. Donc il n'a pas de composante verticale. Et c'est Y' égale moins A' moins 1 G A'. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est que la matrice A, je l'écris sous forme de bloc, sous la forme A', V' comme verticale, H' comme horizontale, ANS. Ça, c'est un bloc N-1 par N-1. Ça, c'est un bloc 1, 1. Ça, c'est N-1, 1. Et ça, c'est 1, N-1. D'accord? Et ce A', 1, c'est l'inverse de cette matrice A. Et ça, c'est le vecteur G, A. Il s'écrit comme étant G, A', et G. Donc, on a une formule explicite. Le Z, c'est un truc du même genre. Bon, je peux l'écrire aussi. C'est entièrement algébrique. Donc, c'est extrêmement facile. Ça, c'est dû au fait que la matrice est fixe. Évidemment, si vous prenez le Laplacien, vous voyez, il n'y a rien de tout ça. Parce que, ici, ça, c'est la matrice identité. Donc, je voulais dire, ces trucs-là sont beaucoup plus. Puisque, dans le cas où c'est la matrice identité, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de moins, là, excusez-moi. Il n'y a pas de... Juste le bras. Oui, non, j'ai discuté avec. Oui, ça, je le voyais, j'ai bien vu que tu m'avais beaucoup. Je suis sérieux aussi. Alors, il y a Renaud qui pose une question. Ça marche bien pour la condition des degrés. Pardon? Ça marche bien pour la condition des degrés. Ah oui. Alors, ok. Je vais te faire la question socratique. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est plus facile, mais c'est pas. Alors, c'est plus facile, et la condition de Dirichlet, c'est très facile, parce que c'est zéro partout. Oui, parce que c'est tellement zéro souvent que c'est zéro partout. Alors, tu peux me dire, oui, mais il y a des cas où il va y avoir extrêmement peu dedans, donc ou des dents toutes petites et assez éloignées. Alors, ça c'est vrai, en fait, c'est pas vrai que c'est zéro partout. C'est un problème plus compliqué, et c'est le problème du terme étrange qu'on avait étudié avec Dolman. Ça, c'est une question liée à l'équation de Maxwell, parce que l'équation de Maxwell, il y a beaucoup de questions voir, questions Oui. Et je pense que tu peux faire une chose pour l'équation de Maxwell. Alors, bonne question. La réponse est oui, mais ça va être nettement plus cher. Donc, est-ce que tu as ton chéquier? J'ai pas la carte bleue. Hein. Non, mais ça va être beaucoup plus cher parce que ça sera beaucoup plus compliqué, mais ça va marcher pareil. Tout ça, c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans la démonstration, que je vais pas vous faire, hein, mais la démonstration, il y a essentiellement tout. C'est du genre de ce que je vous ai raconté du lait de Gatto-Jallier. C'est des trucs de fin de ce qui était autrefois à mon époque le T1, qui est maintenant le N2. À la fin du N2, vous êtes capable de lire l'article. J'aurais peut-être un peu de mal, mais il n'y a rien de terriblement technique. C'est pas bien. Mais c'est facile. Et ça marche pour le Laplacien, ça marchera pour les systèmes. Et ça va être, je ne sais pas quel sera le résultat. D'abord, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que Neumann souhaite. Et bon. Et il y a peut-être plusieurs conditions de Neumann pour nous. Mais ça serait très intéressant de faire ça. D'ailleurs, je crois que je l'avais signalé lors d'une thèse qui avait été encadrée par. Il n'y a pas de question ici. Merci encore.